faire courte hein, avec la danse de Pilar, parce qu'on sait très bien que le public a des questions, et puis voilà, le temps, on a pris beaucoup de temps sur ce roman, parce que voilà, on l'a adoré, mais celui-là est tout aussi magnifique. Vous verrez, le mien, il est surligné, c'est incroyable, hein. Il est surligné, voilà. Chaque ligne, chaque page pourrait faire une citation. Bon, c'est chaque page, chaque ligne de tous les livres qui sont présélectionnés pour la scène littéraire. Donc on ne dira pas que... Voilà. Voilà. Peut-être n'étais-je pas trop jeune... Non. Peut-être n'étais-je que trop jeune pour comprendre qu'on regarde les mers avec les yeux de l'amour et que les yeux de l'amour transforment les vices, contournent les abîmes, et que c'est grâce à ce déni que nous parvenons tous à idéaliser, bonne ou mauvaise, responsable ou déloyale, aimante ou indélicate, bienveillante ou cassatrice, toutes les mères du monde. Voilà. Une lecture courte, mais avec de l'impact, effectivement. Tout à l'heure, on parlait justement de cette question de la responsabilité de la mère. Ici, on l'aborde un peu d'un autre point de vue. Il y a quelque chose, s'il y avait quelque chose qui était délégué, en quelque sorte, c'était vécu passivement par la mère Medza. Dans le cas de Pilar, c'est peut-être autre chose, parce que Pilar, activement, elle décide en fait voilà, de mener sa famille, mais d'une main vraiment de faire des choix très discutables. Là, on est dans un autre type de contexte, on est dans un contexte politique, dans un pays situé en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas un vrai nom, d'ailleurs on va se poser la question à Charline de savoir en fait où est-ce que ça se situe. Je pense que ça peut être très intéressant d'entendre sa réponse à ce propos. Et L'âme. Oui, c'est un lame, mais il y a quelque chose en fait derrière. J'aimerais vraiment que vous entendiez. Moi j'ai déjà entendu la réponse à ce propos, mais j'aimerais bien qu'elle le redise encore ici. Donc voilà, c'est ça. J'ai vraiment deux questions. C'est vraiment, premièrement, on a eu cette image de cette mère désacralisée, un peu abordée d'une autre manière, d'une façon un peu plus humaine, avec tous ses défauts, ses qualités aussi, si on peut les en trouver, d'en être. Maintenant, il y a un fil rouge, il y a quelque chose qui continue dans la danse de Pilar, mais là, pourquoi avoir fait le choix, en fait, de, cette fois-ci, la mettre en position extrêmement active dans le fait de prendre ce type de décision? Parce que lorsqu'on écrit un texte, on passe 3, 4, 5, 6 heures seul, dans son bureau. Et à des moments, j'ai envie de m'éclater quand même. Même quand je suis toute seule. Et donc, j'ai besoin quand même de construire des personnages qui m'éclatent, qui ne soient pas tout lisses. C'est-à-dire que j'avais commencé un travail déjà avec la figure maternelle en écrivant naître. Et je pense que je n'avais pas fini d'aborder la figure maternelle. Je voulais la travailler sous un autre angle. Et le personnage de Pilar j'ai saisi le personnage de Pilar pour travailler d'autres aspects de la figure maternelle. Maintenant, par rapport à l'âme. L'âme, dans ma langue maternelle, ça signifie la terre, la patrie. C'est là où je suis née, l'âme. C'est ce que ça veut dire, l'âme. Beaucoup m'ont demandé si c'était une ville du Gabon. Non. Je ne suis pas très en accord avec les noms qui ont été donnés aux pays en Afrique lorsque le découpage colonial a eu lieu. Et quand on va voir l'origine du nom Gabon, ça n'a pas de sens. Ça ne porte en rien l'histoire du Gabon. Ça signifie manteau, Gabon, Gabon. Comment est-ce que moi je m'identifierais par rapport à l'autre en disant que le nom de mon pays signifie manteau, signifie Gabon. Et donc je ne suis pas en accord avec ces noms. Et comme j'ai la chance d'être romancière, j'ai dit je vais réinventer mon Gabon
mon Afrique, mon monde, comme une page blanche, je décide de créer une nation que j'appelle l'âme, tout simplement. Et ça me permet de m'approprier l'espace, de créer un espace, de m'approprier cet espace, de faire intervenir et se déployer des personnages. Parce que j'aurais écrit en disant Gabon, tout lecteur aurait identifié en effet Gabon, mais dans ma créativité, je n'aurais pas vécu les choses de la même manière. Très intéressant. Du coup, moi, ça m'a fait penser en fait à cette question dérangeante que les écrivains n'aiment pas beaucoup en fait quand on leur pose cette question. Est-ce que vous vous considérez donc comme une écrivaine engagée? Ils n'aiment pas du tout, mais j'adore. J'aime beaucoup voir la tête en fait des écrivains quand on leur pose cette question. Écrire, c'est déjà s'engager. La psychanalyse littéraire, l'histoire de la psychanalyse littéraire dit que lorsqu'on écrit, on cherche à tuer quelque chose, on cherche à tuer quelqu'un. Longtemps, on a dit on cherche à tuer le père. Dans les romans, on cherche à tuer le dictateur. On cherche à tuer la haine. On cherche toujours à s'affranchir de quelque chose dont l'écriture en elle-même est un acte d'engagement. Mais maintenant, on est tous engagés à des niveaux différents. J'ai la réponse que... Voilà, j'ai bien cherché. Merci beaucoup. Voilà. Agnès, moi j'ai une petite question en fait. Il n'y a pas beaucoup en fait de complaisance envers Pilar, mais la complaisance, il n'y en a pas non plus pour son mari. En fait, il y en a pour quasi aucun des personnages dans le roman. Je ne sais pas comment toi tu as lu en fait cette absence de... Parce que voilà, tout à l'heure tu parlais du fait qu'on essaye un peu de trouver des portes de sortie, mais j'ai presque l'impression ici qu'il n'y en a aucune pour personne. C'est vrai que enfin, comme je l'ai perçu, c'est un roman avec des personnages haineux. Il y a une haine qui ressort de tout, enfin qui s'exprime, voilà, elle n'est même pas cachée de tous ces personnages. Il y a un seul personnage en fait qui sort du lot, c'est Leslie. Voilà, quand on parle d'amour, en fait, Leslie rapporte un peu d'amour dans le roman. Et c'est aussi le personnage qui est battu. Donc en fait, c'est la personne qui est battue, faible, etc., qui rapporte un peu d'amour et un peu d'espoir, en fait. Voilà, un peu de rédemption pour les autres. Moi, Pilar, non mais cette femme. Mais finalement, je ne sais pas, de mon point de vue, je ne sais pas laquelle est la plus détestable, Pilar ou bien Meza. Je n'ai pas encore fait mon choix. Je ne suis pas sûre que ce soit Pilar. Parce que, franchement, non mais Meza, c'est horrible, quoi. Non mais tu dis que tu aimes ton enfant, tu réalises que tu aimes ton enfant, tu lui couds des habits pendant 17 ans, et tu vas quand même la jeter quelque part et tu continues à lui coudre des habits à la maison. Non mais moi, voilà, la rédemption là, moi... Enfin, non, mais revenons sur Pilar. Pilar, c'est un personnage vraiment horrible. Pilar, c'est une femme, et en fait, elle est tellement horrible que elle fait qu'on se pose des questions sur la femme forte, ce que devrait être la femme forte. Parce que si on est passé par des années de féminisme, si nos aïeuls se sont battus en fait pour nous faire sortir d'une certaine condition, pour qu'on ait ce genre de femme forte là, non mais c'est non merci quoi. Et le truc c'est que quand on lit, elle est mauvaise, elle fait beaucoup de choses qui sont mauvaises,
Et le truc, c'est que quand on lit le détail des choses qu'elle fait, on se retrouve soi-même dans certaines de ces choses-là. Et c'est ce qui fait que finalement, on a envie de la juger et on se dit, bah merde, j'ai quand même fait ça moi aussi. Bon, moi je ne suis pas sortie avec un classique du pouvoir, le président de la République, mais bon. En fait, sa force, en fait, la force de Pilar, elle a une force, cette femme, elle a une certaine force, mais sa force maintenant, elle l'utilise à écraser les autres. Pas à se monter elle ou à monter les autres, mais elle l'utilise pour écraser les autres. Et ce faisant, elle tombe en fait dans les travers des hommes, aussi simple que ça. Parce que moi, il y a par exemple un extrait, je ne sais pas où, si je vais le retrouver, un extrait du roman qui m'a parlé en tant qu'avocate. En fait, c'est son mari, Salomon. À un moment, Salomon lui dit, si tu continues, enfin, je paraphrase un peu, hein, si tu continues comme ça, je vais partir avec les enfants. Qui dit ça dans les couples? Ce sont les femmes. Et Salomon, à un moment, dit, voilà, si tu continues à me traiter comme ça, je vais partir avec les enfants. Retournement de situation. Charlie. Oui, je vais d'abord répondre à Ariane au sujet des personnages. C'est vrai qu'en lisant Naître, quand on voit Méda, on lui trouve une issue. Oui, c'est vrai. On finit par l'aimer, quelque part. Pilar, ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce que il faut lire la danse de Pilar un peu comme une fable de politique en Afrique subsaharienne dans les années 80. Et on ne peut pas aimer tous ceux qui ont dirigé l'Afrique depuis la pseudo-indépendance jusqu'à maintenant. Et les personnages de Pilar et même de Salomon sont un peu les figures de ces politiques africaines qui se poursuivent, qui anéantissent le peuple, qui s'accaparent des richesses du pays. Et donc, je ne pouvais pas être complaisante envers ces personnages. Ça, c'est pourquoi la construction des personnages s'est faite de cette manière. Maintenant, par rapport à Agnès, j'ai oublié la question. Non, c'était... Je ne sais pas si c'était... Voilà. C'était le renversement. Parce que ce qui est intéressant, et tu l'as dit tout à l'heure en fait, hein, c'est que tu pars toujours de détails, de choses qui se passent dans la famille pour remonter au pays, etc. Tu pars du détail. Hein. Et ce détail de renversement de situation au sein des familles, voilà, quand la femme devient forte, ça fait peur en fait. On se dit, mais finalement, si le féminisme et la force des femmes, c'est aussi ce qui fait peur aux hommes, hein, je pense. Si le féminisme et la force des femmes, c'est le retournement de la situation où finalement les hommes, enfin les femmes deviennent elles deviennent des piliers, mais des piliers qui assujettissent. Est-ce que c'est vers ça en fait qu'on doit aller? C'est ça le féminisme. Le féminisme, enfin la force. Le caractère, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui fait peur. Voilà. Son milieu. Elle s'est adaptée, elle a fait simplement comme les hommes. Mais pas, enfin, de mon point de vue, c'est pas du féminisme. Mais quand on dit, enfin, le truc du féminisme, enfin, pas de mon féminisme, hein, mais du féminisme en gros, comme les gens le voient, c'est la force de la femme. La femme et l'homme à force égale. Et dans ce roman, on a l'impression que lorsque la femme prend le pouvoir, qu'elle est à égale force avec l'homme, finalement, elle retombe dans ses travers, dans les mêmes travers que l'homme. Et voilà, c'est ce que je vais demander à Charline un peu, est-ce que ce n'est pas rendre un mauvais service au féminisme que de nous décrire cette femme forte qui finalement ne fait que des bêtises avec sa force? Non, ce n'est pas rendre un mauvais service au féminisme de décrire une certaine réalité.
Je suis certaine que dans de nombreuses familles, la femme est plus forte que ce que l'on a tendance à nous montrer. Mais c'est vrai que j'ai exagéré un peu au niveau du trait parce que, comme je l'ai dit, je voulais m'éclater en écrivant. Je voulais renverser les rôles. Je voulais d'un homme un peu faible qui n'a pas toujours le bon rôle. Et je ne pense pas que là, il est question de féminisme. Il est question du pouvoir de l'argent. C'est Pilar qui domine dans cette famille parce que c'est elle qui fait bouillir la marmite. Dans beaucoup de familles, oui, c'est vrai. Les femmes le font, mais elles sont discrètes. C'est elle qui ramène l'argent à la maison, c'est elle qui bosse plus que l'homme, mais elle ne le dit pas parce qu'on n'a pas été éduqué pour le dévoiler. Mais Pilar, elle le fait savoir. Et Salomon a besoin de Pilar pour survivre. Donc, ce n'est pas vraiment du féminisme, c'est juste de la domination d'un personnage qui dit, voilà, c'est ici c'est moi qui commande, c'est moi qui ramène l'argent et toi tu te calmes. Je voulais renverser un peu les stéréotypes. Merci beaucoup. Je crois qu'on va un peu s'arrêter là, malheureusement. Ça, c'est à mon grand malheur. J'aime beaucoup ce livre. Juste pour vous rappeler, donc il est en vente là-bas. Il y a quelques exemplaires à vendre, mais avant de partir, je vais vous laisser la parole à vous, le public. Je vous laisse l'opportunité effectivement de poser 2-3 questions, de discuter un peu directement avec Charline. Oui. Oui. J'avais une dernière petite question. Vraiment, ça me taraude l'esprit. C'est sur la place des hommes dans les deux livres, hein, dans La danse de Pilar et dans Naître. En fait, la place de l'homme africain. L'homme africain, dans tes deux livres, est un homme faible. C'est un homme dominé. Mais c'est vrai. Dans les deux livres, enfin de ce que moi j'ai ressenti et j'ai vu, dans les deux livres, en fait, tant dans La danse de Pilar que dans Naître, il y a deux hommes qui sont forts. Il y a un, le grand camarade, le président de la République. Il a pris toutes les virilités et les a, concentrées en lui. C'est-à-dire, il ne parle jamais, on parle de lui dans le roman, mais il n'a pas de, on ne lui donne pas vraiment la parole, mais, dans La danse de Pilar, on ne lui donne pas vraiment la parole, mais le grand chef, c'est lui qui distribue les cartes. Donc, il y a deux hommes forts dans ces livres. Il y a le président de la République, premièrement, et le deuxième homme de pouvoir, c'est le mari de Meudza, qui est un blanc. Donc, on a deux hommes de pouvoir dans un univers africain, qui sont un, le président de la République, et deux, le blanc. Où sont passés nos hommes? Où sont passés nos hommes? Si dans la vraie vie ils nous dominent, j'ai quand même le droit de les mettre où je veux dans mes rêves. À un moment donné, on réécrit leur histoire. Voilà. Ça a assez duré comme ça. Voilà, clair, net, précis. Donc, comme vont être vos questions aussi, il me semble, vos questions claires, nettes, précises, etc., etc. Et je commence avec... En bref, sans précis ou concis. J'ai l'impression que c'est un procès aux femmes que vous faites dans vos deux livres, finalement, par les personnages. Pourtant, vous vous présentez comme une féministe. Donc, il y a une sorte d'absence d'homme, ni de culpabilité qui est affligée à ces hommes absents, là. Donc, c'est ce que j'ai, le sentiment que j'ai du but en blanc. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la description que vous faites de la conception africaine de l'enfant né hors mariage. Il faut se dire que dans nos sociétés, que ce soit la société bantou ou soudanaise, généralement, la fille laisse un enfant avant de partir au mariage. Donc, socialement, ça a été longtemps tacitement admis qu'une fille laisse un souvenir dans sa famille. Dans l'histoire de la fidélité de la femme, moi, je la questionne. Et aussi dans les sociétés tikar et bantou soudanaises, à l'époque, quand il n'y avait pas des moyens de transport actuels, et quand des hommes voyageaient, ils confiaient leur femme
à leur ami et vice-versa. Et les enfants qui naissaient de ce couple appartenaient au couple. Donc la notion de fidélité, est-ce qu'on la rime aux religions qui sont venues avant, ou c'est qu'est-ce que la culture africaine? Ça, c'est des questions que je me suis posées en vous écoutant, en tout cas. Et votre question, c'est laquelle? C'est de savoir, est-ce que vous êtes vraiment féministe? C'est quoi la définition du féminisme d'après vous, Pulchéry? Le féminisme, c'est quoi? C'est militer, pourquoi? Pour des femmes, l'épanouissement. L'épanouissement, mais pas que. À votre sens, c'est quoi? À mon sens, le féminisme, c'est quoi? C'est de mettre sur un même pied d'égalité. Voilà, l'homme et la femme. Qu'est-ce que j'entends par pied d'égalité? C'est-à-dire que pour un même emploi, qu'on soit rémunéré pareil. Voilà, c'est ça déjà, parce que moi je suis employeur et quand je recrute, je fais en sorte que mes salariés, qu'ils soient hommes ou femmes, soient rémunérés pareil. Le féminisme, c'est quoi? C'est aussi de penser à toutes ces femmes qui sont encore lésées, ces femmes qui finalement ne sont pas entendues. Je pense aux jeunes filles qui sont mutilées. Je pense aux femmes, aux filles qui sont, voilà, les mariages précoces. C'est ça le féminisme, c'est ça qui m'intéresse moi dans le féminisme. C'est-à-dire s'occuper des femmes ou des jeunes filles, des personnes qui sont faibles, qui ont besoin que leur voix soit portée. C'est ça le féminisme, faire en sorte que le positionnement de la femme, que la posture, que l'image, que l'histoire de la femme s'écrive différemment. Nous ne cherchons pas à prendre, moi en tant que féministe, je ne cherche pas à prendre la place de l'homme. Je pense que j'ai mieux à faire que ça. Mais j'ai plus d'ambition que ça, voilà. Mais je pense que j'ai besoin de choisir mon conjoint, j'ai besoin d'être bien rémunéré, j'ai besoin que la tradition ne décide plus pour moi. Quelle tradition? Je vais vous parler, parce que vous avez parlé de tradition. Elles ne sont pas pareilles partout. Je vais vous parler d'un pays dans lequel je suis née. Et dans ce pays, au sud du Gabon, il se déroule la tradition suivante. Lorsque un grand-père perd son épouse et qu'il a besoin d'une autre femme, on lui dit, papy, tu peux épouser ta petite fille. Oui, tradition au Bali. Alors, je me suis dit, peut-être qu'un jour, 4-5 vieux se sont retrouvés dans la case à palabre. Ils se sont dit, ah, papy, tu as perdu ta femme. Est-ce que tu vois pas ta petite fille qui est en train de grandir? Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on décide de quelque chose, que ça va devenir comme ça? Et c'est devenu ainsi. Et des jeunes filles ont épousé leurs grands-parents. Beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées mariées à leur grand-père parce que la tradition a décidé. Elles n'avaient pas le choix. Comme on le dit, un vieillard, c'est une bibliothèque vivante, même les pervers. Et donc, sortir les filles des pesanteurs sociales, parce qu'on a du mal à, à critiquer, à renverser l'ordre des choses. Moi, dans ma famille, je suis un peu rebelle. Et ce que j'écris, parce qu'on me parle de la déconstruction de l'image de la mère, c'est pourquoi vous me demandez si je suis féministe. Je déconstruis parce que je suis un peu rebelle. Je me souviens toujours dans les traditions, on dit chez nous, chez les femmes, il y a des mets et des gibiers que les femmes ne doivent pas manger. Et je me souviens une fois, mon arrière-grand-mère a préparé un délicieux mets. Elle me dit, tiens Charline, va déposer ça dans la case à palabre où se trouvaient que les hommes qui étaient là toute la journée à ne rien faire. En route, j'ai ouvert la marmite. J'ai goûté, comme on dit au Cameroun, que c'était bon. Alors j'ai attendu la malédiction.
Qui était autour de cette histoire, qui n'est pas venu. Il faut être transgressive, il faut aller au-delà des interdits. C'est ça mon idée du féminisme. Et mon féminisme n'autorise pas, ne camoufle pas les déboires des femmes non plus. C'est pourquoi une maman qui est indigne, c'est pas parce que c'est une femme que j'en parlerai avec bienveillance. Mais vous l'avez fait. Donc, si je comprends bien, en fait, si je résume, le féminisme, c'est pas de la condescendance envers les femmes lorsqu'elles font mal. Oui. Voilà. Oui, bonjour, je m'excuse beaucoup, je suis arrivé en retard, mais le peu que j'ai entendu m'a beaucoup stimulé. J'achèterai le livre tout à l'heure. C'est la première fois que je vous écoute. J'admire votre lucidité. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de cette lucidité pour regarder, pour avoir un regard sans complaisance et assez pointu sur nos sociétés. Pour moi, le féminisme, c'est le retour aux fondamentaux. Et nous n'interrogeons jamais les mythes qui ont donné lieu aux relations que nous avons développées dans nos sociétés. Lorsqu'on voit la représentation du couple, qui est une représentation sacrée, c'est une représentation qui montre quoi? Qui montre deux personnes qui sont exactement les mêmes têtes, la même taille, la même grosseur, etc. Tout ce qui est différent, ce sont les organes génitaux. Donc la différence, elle est objective, elle n'est pas idéologique. Et quand vous dites que pour vous le féminisme, c'est l'égalité l'homme et la femme, mais on ne peut pas trouver meilleure représentation de l'égalité que dans cette représentation du couple qui est sacrée, parce que pour nous, l'art, tel qu'on le présente, etc., les masques, etc., ce sont des objets rituels. Et donc si nos ancêtres ont conçu le rapport homme-femme de cette manière-là, c'est que c'est un rapport sacré. Alors il faut interroger à quel moment le déséquilibre est intervenu. À quel moment l'homme a commencé à devenir quelqu'un de privilégié. Et c'est là où on va trouver qu'effectivement il faut faire une relecture de nos traditions. Par rapport à la période contemporaine, là aussi j'admire votre lucidité dans la mesure où effectivement l'homme est tant mieux, parce qu'il ne donne pas de lui une image qui soit positive, surtout quand il a un petit pouvoir. Je me rappelle à l'époque de Mobutu, parce que je suis du Congo et RDC, à l'époque de Mobutu, tous les pays africains se sont lancés après les indépendances dans des programmes d'émancipation féminine. Parce qu'évidemment, ceux qui nous collent aujourd'hui le défaut d'opprimer la femme, etc., oublient que pendant la colonisation, c'est eux qui ont participé, qui ont construit la marginalisation de la femme, et qu'il a fallu aux indépendances lancer des programmes d'émancipation féminine pour que les petites filles puissent aller à l'école et qu'au poste d'administration puissent accéder aussi des femmes. C'est ainsi que Mobutu a nommé une fois, dans une grande commune de Kinshasa, commune de Ngiringiri, une femme bourgmestre ou maire. Et cette femme, avec le pouvoir qui était jusque-là l'attribut des hommes, a commencé à se comporter comme un homme. De sorte que quand elle avait des problèmes de couple dans son ménage, elle appelait le policier qui mettait son mari au cachot. Donc ça rejoint un peu le contenu de votre livre, qui est une histoire de pouvoir. Comment le pouvoir est exercé dans les contextes socio-économiques, politiques d'aujourd'hui, aussi bien par l'homme que par la femme, à égalité. C'est-à-dire la femme peut se retrouver à agir contre l'homme, contre sa société, etc., de la manière la plus oppressive possible, comme l'homme le fait. Et on a tendance à l'admettre plus pour l'homme que quand c'est la femme qui le fait. Bref, c'est ce petit commentaire que je voulais faire. J'admire votre lucidité et je pense que ça nous manque beaucoup, ce regard lucide sur nos réalités, notamment à travers des réalités romancées. Merci. Merci beaucoup.
Voilà, parole aux dames. Je vais prendre 2 questions d'affilée. Anglais ? Ouais. Ok, d'accord. Merci encore de me mettre la pression en me demandant d'être aussi rapide que ça. Je voulais d'abord saluer au passage cette gymnastique intellectuelle effaïenne en termes de lecture, mais aussi de la littérature, qui sont justement les belles lettres. Et cela a été aujourd'hui, à n'en pas douter, exposé à travers 2 thématiques assez importantes. La première thématique qui aujourd'hui essaye de problématiser à nouveau la relation mère-fille qui existerait en Afrique notamment, mais aussi aux confins de la Terre et bien ailleurs. Et la deuxième question qui a été pour moi aussi assez centrale, c'est de la dictature en Afrique subsaharienne. Et le Gabon, je ne l'ai pas fait à l'entame volontairement. Je suis camerounais et je suis doctorant à l'Université de Genève où je travaille sur la didactique de la francophonie en mettant un accent sur l'interculturalité, le plurilinguisme également, qui aujourd'hui sont très très importants. Alors, j'ai été un peu foudroyé, peut-être, excusez-moi du terme, lorsque je suis entré ici, en regardant le panel, là, je me suis dit, ce sont les Amazones. Et puis, aussi, j'ai vu au niveau de la scène littéraire, lecteurs engagés. Je l'ai lu, j'ai dit, ben attends, lecteur engagé, d'accord, là je peux rester. J'ai cru voir lectrice seulement engagée, et peut-être qu'il n'y a pas de lecteur. Et cela s'en est suivi avec plusieurs exemples qui ont été tirés de l'œuvre, où justement, on en a parlé tout à l'heure, la place de l'homme dans la société africaine. Et tout à l'heure, Madame Charline Effa, elle a également parlé du fait que dans le premier d'en naître, qu'on ne se rappelle même pas du nom du papa, qu'on ne se rappellerait même pas du nom. J'ai dit, ben, jusqu'à ce point, ne pas se rappeler du nom du papa, l'appeler ce monsieur, etc. Alors, c'est vrai, tout ce qui a été dit est important pour nous. Et maintenant, il y a cette déconstruction, n'est-ce pas, de l'interculturel, ou alors cette transposition d'une autre culture dans une autre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait, je pense, cette déformation de certaines valeurs que nous avons ailleurs. C'est un peu comme la langue. La langue aujourd'hui, elle est importante. On ne saurait dire qu'il y a une langue qui est supérieure à une autre langue. Les langues se valent. De même, ces cultures se valent également. Mais le problème, déjà, entre la relation mère et fille, réside au niveau, n'est-ce pas, du transfert, n'est-ce pas, de connaissances de certaines choses qui ont existé avant. Tout à l'heure, vous avez posé une question, est-ce qu'on doit tout dire? Ah ben oui, on peut tout dire. Est-ce qu'on va tout comprendre? Est-ce qu'on va tout entendre? Sinon, à quel âge? Parce qu'il faut aussi tenir compte du temps. Vous avez dit qu'il faut dire les choses à temps. Mais à temps, quand? Parce que ça, ce sont des questions importantes qu'il faut également se poser. Et par rapport à ça, il ne faut pas peut-être aujourd'hui qu'on ait un conflit entre mère et fille, etc. Et c'est bien parce qu'on l'avait souligné en parlant de ces différences qui existent dans les sociétés. Mais dans la question centrale, c'est de savoir comment peut-on faire pour uniformiser et prendre en considération la culture de l'autre, qui aujourd'hui aussi ne devrait pas reléguer au second plan. Mais votre mérite reste celui que j'ai souligné à l'entame de mon propos. Je ferai l'économie d'ailleurs de ces derniers parce que j'avais quelques questions à vous poser. Peut-être on continuera à échanger là-dessus. Et j'ai eu déjà au premier semestre dispensé un cours sur les francophonies africaines. Et bientôt nous allons célébrer la semaine de la langue française et de la francophonie, où j'ai demandé aux étudiants que j'encadrais de travailler sur Ferdinand Léopold-Oyono. C'était passionnant, une vie de boy. Si j'avais eu déjà le flair de vous rencontrer, j'aurais pu peut-être prendre naître et l'analyser avec ces étudiants qui, à ma grande surprise, ont été très, très vraiment porteurs par le sujet et qui ont fait un bon travail. Donc, du coup, moi, je peux juste vous encourager
Et la dernière question, peut-être vous n'allez pas répondre à cette question maintenant, c'est celle de savoir, vos œuvres sont destinées à qui? Est-ce qu'aujourd'hui, le public auquel sont destinées ces œuvres, ces gens-là sont véritablement au courant que les œuvres en question existent? Merci. Il parle bien, c'est mon pote. Bonsoir, je voulais remercier la scène littéraire qui m'a donné l'occasion de relire la danse de Pilar que j'avais découvert l'année passée au Salon du Livre et que j'avais pas tellement aimé parce que cette Pilar m'était très antipathique. Et puis, dans le cadre du travail comme lecteur engagé, j'ai dû reprendre la lecture de ce livre pour votre venue. Et en fait, j'ai vraiment découvert votre écriture. J'ai même eu plaisir à lire à voix haute certains passages parce qu'ils sont tellement touffus, riches, qu'il faut prendre le temps de les écouter aussi. Et si j'ai pas aimé Pilar, je dois dire j'ai eu une certaine tendresse pour Paterne, le fils, qui exprime, enfin comme c'est le personnage principal qui parle et qui raconte toute l'histoire et qui exprime en fait et qui raconte en fait toute sa souffrance au sein de cette famille complètement chaotique. Merci pour l'occasion de vous avoir rencontré. Est-ce que tu veux déjà répondre ou on continue un peu? Je vais répondre aux monsieur. Parce qu'ils sont minoritaires, sinon après ils vont dire au sujet de sa question concernant la réception de l'œuvre, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit parce qu'on écrit, on a envie de dire quelque chose, on ne pense pas à un lectorat. Non. Si vous pensez à un lectorat, ça va orienter votre façon d'écrire. Et peut-être même votre roman va prendre la forme d'un essai. Parce que vous avez des choses à dire. Vous savez, il y a des auteurs, il y a des textes comme ça, de très beaux textes de Fatou Diom, par exemple, où on mélange le roman et l'essai. On se dit, est-ce qu'elle cherche à régler des comptes? Elle veut dire des choses? Est-ce qu'elle a déjà une cible? Or, la pratique romanesque veut qu'on se saisisse d'une histoire. Quand on parle d'un texte, on ne dit pas... Moi, par exemple, quand j'ai écrit sur Naître, je ne me suis pas dit, je vais écrire sur la relation mère-fille. Non, on ne parle pas d'un thème. On dit, je vais raconter l'histoire d'une mère et de sa fille. Vous voyez la nuance. Je n'écris pas sur le thème de la relation mère-fille. Je n'écris pas sur le thème de l'immigration. Je raconte des parcours. Et dans ces parcours vont se glisser les thèmes de la relation mère-fille, les thèmes de l'immigration. C'est ça le point de départ. Et lorsqu'on écrit, si on pense au public, il n'est jamais gagné. D'avance, on ne sait pas qui va nous lire. On écrit, et puis, lorsqu'on commence à nous lire, l'histoire de nos personnages rencontre l'histoire d'un lecteur, de 2 lecteurs, de 3 lecteurs, et c'est comme ça qu'on se construit son lectorat. Parce qu'on peut publier, on imprime 1000 exemplaires, on fait des dédicaces dans sa famille. On se dit, voilà, j'écris pour que ma famille, j'écris parce que je suis attendu, j'écris parce que je pense à cibler des gens. Non, on ne cible pas. Ça peut altérer l'activité créatrice. On écrit sans penser au lectorat et le texte rencontre son lectorat. Et depuis la publication de Naître et celle de la danse de Pilar, oui, il y a une communauté de lecteurs et de lectrices qui s'est créée autour de mes textes et j'en suis très très fière. Comme ici la communauté de la scène littéraire. Mais, Charline, je vais rebondir en fait, sur la question. Oui. Enfin,
c'est une position, enfin un tout petit peu égoïste d'écrivaine hein, que tu nous sors là. C'est un problème qui se pose de manière récurrente. On a aussi cette discussion là au niveau de la scène littéraire au sujet des écrivains africains de la diaspora. Je te dis mon ressenti, hein. Puis après je me fais lapider, voilà. J'ai l'habitude. Hein. Vous écrivez des textes sur l'Afrique. Vous avez dans vos textes des personnages qui sont des personnages africains. Une façon de vous dire que, en fait, vous allez, je vais utiliser une expression très péjorative, en fait, pour susciter quelque chose, que vous allez pomper votre matière en Afrique. Et si vous pompez votre matière en Afrique, c'est un peu comme les matières premières. Hein. Donc, on s'attendrait à ce que les premières personnes qui réceptionnent ces livres-là, pas forcément qu'ils leur soient destinés, mais qui les réceptionnent et qui sachent de quoi il s'agit, soient les personnes dont on parle. Et moi, j'ai le sentiment, avec les écrivains africains de la diaspora, surtout dans la sphère francophone, parce que dans la sphère anglophone, c'est tout autre chose, c'est que vous écrivez, pas forcément toi, hein, je parle vraiment en général comme ça, c'est que vous écrivez des livres sur l'Afrique avec des personnages africains qui sont maintenant, qui sont lus par tout le monde, sauf les gens de qui vous parlez. Il y a un problème. Oui, c'est un problème et je vais répondre parce que oui, il y a un problème. Lorsqu'on écrit sur l'Afrique, je suis arrivée en Occident, j'avais 25 ans. Dans toute ma vie, hein, j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Afrique et donc je la porte en moi. Et donc, c'est tout à fait naturel que mes personnages soient africains. C'est tout à fait naturel que le cadre que je décris, parce que mes réminiscences, mes souvenirs, tout me ramène vers l'Afrique. C'est tout à fait naturel. Maintenant, quant au lectorat, ce que j'essaie de dire, c'est que pour un auteur, un lecteur n'est jamais gagné pendant qu'on écrit. On ne sait pas qui va nous lire. On ne sait même pas si on va être lu. Vous écrivez tout simplement, et parfois, quand par exemple on parle d'Afrique, moi mes textes, dans ma famille, je ne suis pas lu. Dans ma famille, peut-être mon père seul m'a lu. Mes sœurs, mes frères, il y en a qui sont même encore au prélude de naître. Ils disent, Charline, j'ai lu, je n'avais jamais vu mes parents rire ensemble, pourtant chaque année j'avais un nouveau petit frère, qui sont encore à cette partie. C'est que si un artiste a besoin de vivre un peu de son œuvre, il ne doit pas cloisonner son travail. Parce que quand même, c'est l'équivalent, c'est-à-dire tous les jours, il faut que je sois debout à 4h30, d'écrire jusqu'à 7h30, avant de m'occuper de ma fille, de la mener à l'école, de me réveiller encore le jour qui suit à 4h30. J'aimerais à un moment donné pouvoir vivre de ça. Et pour pouvoir vivre de ça, il serait mieux que mon lectorat soit plus élargi que ça. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre d'être lu uniquement en Afrique. C'est vrai, je parle d'Afrique parce que je ne peux pas écrire autrement. Je ne vais pas décrire Paris, les auteurs français le font déjà bien. Mais je vais décrire le Gabon, avec ce que j'ai gardé du Gabon, avec les souvenirs que j'ai du Gabon, et avec tout ce que je vais puiser quand je vais au Gabon. J'y vais très souvent. J'écrirai toujours autour du Gabon. Mais, est-ce que les Gabonais aimeraient me lire? Je ne sais pas. Je mène des campagnes, je vais au Gabon, j'achète, moi-même je prends des ouvrages, je vais faire des dépôts dans les librairies. Mais je ne sais pas si ce public-là me lit.
Alors, lorsque moi j'écris, je ne vise pas le public. J'écris. Et puis, comme une bouteille qu'on jette à la mer, ça parvient à des lecteurs, et tant mieux qu'on soit lu. Mais qu'on ne cible pas un lectorat précis, ce serait se fourvoyer après. Oui. Non, parce que je veux dire, moi aujourd'hui, j'adore un auteur qu'on appelle Murakami, japonais. Et pourtant, son univers n'est pas le mien, mais c'est un auteur que j'aime lire. Aujourd'hui, je peux écrire sur l'Afrique. Ça ne signifie pas que le lectorat ne sera qu'africain. Je suis peut-être dans un fantasme. Moi, des années collège jusqu'à la fac, je n'ai étudié pour la plupart du temps que des auteurs de la littérature française. Et donc, j'aimerais bien aussi qu'il y ait plus d'auteurs africains dans les programmes scolaires, mais qu'il y ait aussi des auteurs africains dans les programmes scolaires en Occident. Je suis allée par exemple aux États-Unis, ils ont un département de littérature francophone où ils étudient les auteurs africains francophones. Et ça, c'est intéressant. Mais ce serait tuer un auteur que de le cloisonner, qu'il ait un lectorat précis. Non, parce que les retours que j'ai, et pourtant, mon sentiment n'est pas, en publiant ces textes, comment dire, d'être lu que par les miens. Je veux juste être lu par des lecteurs qui saisissent les contours, qui sachent parler de l'œuvre, qui s'approprient, qui rencontrent le texte, qui rencontrent des personnages. Là, je trouve plaisir. Je vais être lu par des gens qui partagent mon univers romanesque, qu'ils soient africains ou pas du tout. Mais Charlie, non mais voilà, entre ne pas être lu que par les Africains et ne pas être du tout lu par les Africains, il y a tout un monde. Et on va rejoindre la question financière, parce que les Africains, comme on dit, ne lisent pas. Comme on dit. Voilà, on arrive par exemple au Cameroun avec un livre comme La danse de Pilar qui coûte 17 €. Donc on rapporte ces 17 € là au niveau de la situation économique chez nous, la situation financière. C'est bien évidemment qu'on peut en apporter 1000 ou 10 000 dans des librairies, ils ne partiront pas parce que les gens ne pourront pas se les acheter. Moi, j'ai posé la question à des éditeurs au Cameroun. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pourraient faire en sorte que les livres qui sont écrits par nos écrivains de la diaspora, parce que qu'on le veuille ou non, la plupart des gens qui ont bien finalisé leur technique, leur main d'écriture se trouvent ici pour le moment. Hein. Les beaux livres, la belle écriture, etc., c'est vous les écrivains de la diaspora. Il faut que les gens vous lisent chez nous, et les gens ne vous lisent pas chez nous parce que vos livres coûtent cher. Voilà. Alors j'ai posé la question à un éditeur au Cameroun et je lui ai demandé qu'est-ce que nos écrivains de la diaspora pourraient faire pour que les livres soient accessibles, et il m'a dit tout simplement qu'il y aurait par exemple des réserves au niveau de vos contrats que vous signez avec vos maisons d'édition. Ça, c'est un peu l'avocate, hein, je mélange un peu tout là. Mais bon, voilà. Qu'il y aurait des réserves que vous pourriez signer avec vos maisons d'édition qui leur permettraient à eux de pouvoir rééditer ces livres à moindre coût. Mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà? Ça se fait, oui. De la coédition, c'est-à-dire qu'on a un éditeur occidental et puis pour le même ouvrage, on a un second éditeur en Afrique, au Gabon, au Cameroun. Oui, ça se fait. Je pense que le problème n'est même pas au niveau du coût des livres. Le problème est au niveau du placement des ouvrages dans les programmes scolaires. C'est ça.
Voilà, moi, alors, là, ils sont partis. Hein, donc, mais voilà, vous aurez du temps. Toutes trois dernières interventions. Et après, juste pour vous dire, il y a un apéro là qui nous attend dehors. Et vous aurez l'occasion, effectivement, de prendre des livres et puis de les faire dédicacer par... justement, il faut du temps pour ça. Donc, 3 interventions courtes, précises. Marc-Cécile. Bonjour, je suis Marc-Cécile. Je voudrais déjà vous dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, parce que moi j'ai pas lu vos ouvrages, je vais le faire plus tard, mais c'est difficile de se raconter soi. Et quand on écoute les extraits, il y a beaucoup d'émotions. On sent que vous dévoilez un peu une partie de vous, et c'est vrai que c'est pas évident, donc voilà, je vous encourage. Bon, pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui vise vraiment à militer pour l'émancipation des femmes, mais aussi pour l'égalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le féminisme n'est plus seulement une question de sexe, mais une question de genre. Vraiment du 50-50. Mais pour moi, je pense que la problématique féminine en Occident n'est pas la même qu'en Afrique. Donc le féminisme en Occident ne saurait être vu sous un même angle que le féminisme en Afrique. Par exemple, dans les 2 figures que vous avez évoquées dans la relation mère-enfant, je me serais peut-être attendu que vous ayez un regard plus souple vis-à-vis de la maman, parce que, bon, moi personnellement, je me retrouve un petit peu, peut-être pas tout à fait de la même manière, mais je me retrouve parce que j'ai une fille qui est suisse, qui est noire, et à un moment donné, ma fille, elle m'a beaucoup questionné pourquoi je suis suisse, pourquoi je m'appelle Mika alors que je suis noire. Et il a fallu que je me fasse accompagner par des professionnels qui m'ont donné des outils pour aborder cette problématique avec mon enfant. Et je voudrais dire ici que les femmes en Afrique ne sont pas assez outillées pour aborder certains problèmes. Déjà en Afrique, il y a une culture du silence dans laquelle nous avons grandi et qui a conditionné notre façon de faire et notre façon d'être. Et les mamans, souvent ce n'est pas évident d'aborder certains problèmes, pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais peut-être parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, les mots qu'il faut utiliser, le moment opportun quand il faut. Donc je reste quand même assez indulgente vis-à-vis de la maman. Je suis très curieuse de lire. Pour le moment, je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas lu le contenu. Par contre, l'histoire de Madame Billard, je dis, voilà, c'est une femme politique. Et puis quand on va épouser une femme politique, il faut se préparer à cela. L'hypocrisie, la méchanceté et le vice sont consubstantiels à la politique. Hein. Et je pense que finalement, quand on est politique, c'est une fibre qu'on porte. On n'est pas politique parce que c'est pas un manteau qu'on porte et qu'on enlève parce qu'on se retrouve dans le mariage. Je pense qu'on est femme politique, on est politicien. Et voilà un monsieur qui décide d'aller épouser une politicienne. Pour moi, je pense qu'il devait être préparé à ça. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme politique, donc elle exerce le pouvoir même dans le couple. Quand on est politicien, on exerce le pouvoir. Donc finalement, on déteste les politiciens justement parce que c'est quelque chose de sombre. Il y a beaucoup de vicissitudes de là-dedans. Donc pour moi, c'est tout en fonction du contexte. Donc voilà, merci beaucoup aussi à la scène littéraire qui nous offre l'opportunité de rencontrer de nouveaux écrivains africains. Merci beaucoup. Merci. Les 2 dernières, donc monsieur et puis Florence pour clôturer. Merci, pour moi c'est une découverte. Je suis du Burkina et puis j'ai eu l'occasion d'avoir l'information, je crois que c'est la semaine dernière, à travers une des conférences de l'UPAF. Moi, ce qui me chiffonne un peu avec le féminisme, c'est que si on connaît l'histoire du féminisme
avec notamment le livre de propaganda d'Edouard Bernet, où il explique par exemple le fait que les femmes sont devenues des fumeuses maintenant. C'est le féminin, les fumeuses, les femmes qui, parce qu'en fait l'industrie du tabac, ben, tous les mecs fumaient dans les avions, dans les bars, et ils se sont dit, mais comment faire en sorte que la deuxième moitié finalement devienne le client? Ils ont lié l'histoire à la liberté de la femme, en fait. C'est-à-dire une femme libérée, c'est celle qui sort sa cigarette. Juste ça, c'est un exemple. Et puis ma question dans l'histoire du souci, faire un détail quand même, culturellement, il y a des endroits où la femme quand même toujours été tenue le pouvoir. Il y a des sociétés, par exemple au Burkina, où des enfants portent le nom de la mère et héritent de l'oncle qui du côté de la mère, qui montre, et là aussi Kanyane pourrait aussi peut-être me soutenir, qu'il y a quand même eu pourquoi certaines choses ont changé et qu'on doit toujours maintenant porter du point de vue civil le nom du père, alors que dans des sociétés matrimoniales qui existent et qui ont existé, la femme a un certain pouvoir. Et est-ce que s'il y a féminisme, je dirais, à faire promouvoir ou en fait à valoriser, est-ce que c'est pas d'aller voir dans ces fonds-là que de prendre notamment le cas, je dirais, occidental qui vient quand même des États-Unis? Le féminisme est en fait une sorte d'arme du capitalisme quelque part. Est-ce qu'on ne va pas retrouver aussi dans le travers de l'Occident? Aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'il y a très peu de femmes qui font d'enfants, qui d'ailleurs, bon, sans compter la perte de la fertilité des hommes. Est-ce que c'est à ça qu'on veut arriver en Afrique finalement, en faisant en sorte que, c'est-à-dire en faisant le battage sur le fait qu'on opprime la femme, pour en venir à quoi? Regardez la société occidentale aujourd'hui. Les mariages sont passés. Je ne dis pas que le mariage en fait est quelque chose pour que la femme doit passer par là. J'ai une fille, je lui dis tout le temps, essaye de faire en sorte que tu puisses choisir la personne à qui tu vas vivre. C'est-à-dire, c'est toi qui fais le choix, on ne va pas te choisir. Tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, quelque part, que ce féminisme-là, c'est-à-dire le prisme occidental, finalement contribue à nous bousiller chez nous? Maintenant, vous voyez qu'il y a des lois qui nous obligent à faire pour le mariage, les couples du même sexe, le genre, justement, ou dans les ministères, on parle carrément du genre, et je connais l'histoire du genre, ça vient du rapport Kinsey, qui est finalement pédophile, de toutes ces histoires. Si vous allez chercher les livres de Judith Riesen, qui a beaucoup écrit sur les rapports Kinsey, justement, qui a montré finalement d'où vient la théorie du genre. Les gens disent que ce n'est pas une théorie, mais en réalité, la théorie du genre est quelque chose de foncièrement malsain. Donc, le risque, j'en reviens, que les Africaines, vous, nos mamans, nos sœurs, mais rentrent dans le schéma occidental qui est un schéma suicidaire. Madame Ipé, je finis l'intervention ici avec Florence et je rapporte... Bon, ça va pas être facile, hein. Bien, donc j'ai pris quelques notes par rapport à la conférence de ce qui m'a interpellée. Donc tout d'abord, ce que j'aimerais dire à Charline, c'est que d'entrée, quand on lit ces deux livres, on est déjà pris par la beauté du texte. Donc c'est une première lecture comme face à la beauté où on n'arrive pas bien à réfléchir. On doit d'abord entrer dans cet univers et on y entre vraiment avec un enchantement extraordinaire. C'est pour moi un long poème en prose. Ensuite, on sait qu'on va devoir leur lire une deuxième fois déjà pour entendre, pour écouter, et puis une troisième fois pour réfléchir. Et c'est vrai que quelle que soit notre culture, quel que soit notre brassage culturel, d'où qu'on soit né, où qu'on vive, où qu'on aille, on est tous concernés par la question du rapport à la mère. Et j'aimerais venir sur le ventre des mères, à savoir que, qu'on soit un garçon ou une fille, dans ce ventre, on prend l'histoire des mères déjà, la grand-mère aussi. Et ça, on n'en est pas conscient, mais notre corps, il le sait. Donc, malgré les silences auxquels on va être confronté, qui sont aussi universels, parce que dans la langue française, on parle des taiseux. Donc, le silence, il existe partout. Et dans toutes les familles, il y a des non-dits, il y a des drames de famille. Et c'est vrai que
on n'est pas tous équipés et on n'a pas tous la chance d'avoir accès à connaître l'histoire de notre mère en l'occurrence. Et c'est déjà un privilège d'avoir sa mère, de la connaître, alors qu'il y a des enfants qui n'auront pas cette chance. Et finalement, l'intérêt de la littérature, c'est de nous permettre de nous mettre à la place de l'autre. Et c'est en ce sens-là que c'est une force à défendre. Et c'est en ce sens-là que l'acte de militance, il est là. Lecteurs engagés que nous sommes ici. Il est vrai que la grossesse, c'est un état où la mère est aussi confrontée à sa propre enfance. Elle ne le sait pas non plus. Et à l'arrivée, elle ne sait pas comment elle va accueillir son enfant, qu'il soit désiré ou pas. Maintenant, si on prend l'exemple d'une maman excisée, on ne sait pas que cette maman, chaque fois qu'elle va faire pipi, il y en a pour 10 minutes, et puis que c'est des souffrances, ça brûle. Si on a une mère comme ça, comment on gère ça? Comment cette maman peut être heureuse dans sa journée si elle souffre tous les jours? C'est juste un petit exemple. Donc finalement, je crois que dans la littérature, c'est ces petits détails, ces petits exemples, ces petites situations qui nous permettent tout d'un coup de nous dire, et moi, si j'avais cette vie-là, si je vivais ça, je vivrais comment? Comment je l'assumerais? Donc la critique est aisée, mais l'art est difficile, comme dit le proverbe. Ensuite, c'est vrai que je pense que le métier de mère, il ne s'apprend pas, il s'invente. Après, il y a le contexte, on ne sait pas du tout à quoi on va être confronté. Et puis en fait, il y a aussi cette notion hiérarchique. C'est vrai que dans les traditions, on a tendance à être dans ce pouvoir aussi de la mère parfaite. Finalement, c'est d'une grande cruauté, parce que la mère parfaite, finalement, elle devient inhumaine. Et qu'est-ce que c'est une bonne mère? Personne ne sait. Chacun va effectivement essayer de faire de son mieux, avec le bagage qu'il a. Et puis ensuite, il y a effectivement dans les livres de Charline des situations assez dramatiques. Mais finalement, être épouse ou maîtresse, c'est une situation auquel on peut être tous confrontés. Donc c'est aussi facile de juger, mais comment on le ferait si on doit le vivre? Et ça, dans une vie, je pense, que ce soit un homme ou une femme, on va tous y être confrontés de près ou de loin. Alors effectivement, j'invite à cette notion d'empathie, de compassion que nous apporte la littérature. Je remercie infiniment Charline qui nous permet d'être dans du ressenti brut. Après, chacun écrit son propre livre avec sa propre histoire. Je remercie la scène pour cette littérature engagée autour de l'Afrique. Mais finalement, comme nous sommes tous africains, ça nous concerne tous. J'avais une question pour Charline, mais elle y a répondu. En la lisant, puisqu'on a eu un échange, j'avais déjà la réponse, à savoir si c'était voulu de ne pas contextualiser dans ses livres l'aspect sociopolitique. Et finalement, elle nous a répondu. On peut très bien la comprendre sans le savoir. Mais c'est vrai que maintenant, si c'est lu par des Africains, peut-être que cette précision a son importance. Merci pour votre attention. Il y a une personne qui m'a fait les yeux doux. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Mireille et je me permets de réagir vite fait parce que j'aimerais revenir sur comment dire, la liberté de la femme, l'égalité, les droits, etc. Et moi, j'ai envie de dire, personnellement, je ne me suis jamais sentie égale à un homme. Je n'ai jamais été au même piédestal ou à l'égalité face aux hommes. J'ai toujours pensé qu'il s'agit beaucoup plus de complémentarité, c'est-à-dire l'homme et la femme sont faits en fait pour se compléter, c'est-à-dire nos vies et au quotidien, les défis de tous les jours nous le confirment régulièrement qu'on a besoin de l'un de l'autre, la famille a besoin de l'un comme de l'autre et ainsi de suite. Et puis Charline, merci beaucoup pour ces livres parce que moi déjà j'ai pas encore eu l'opportunité de les lire, mais je me sens déjà touchée, je me sens déjà interpellée, j'ai été très bouleversée par l'extrait du livre Naître tout à l'heure
Et puis, vu mes conditions vu mon passé, qui est assez atypique, je me sens déjà bien touchée et j'ai hâte de lire. Merci beaucoup à la scène littéraire qui m'a réconciliée avec la littérature africaine. Et puis, je me régale à chaque fois et merci à toi, ma grande sœur. Tu sais tout ce que j'ai pour toi, tout l'amour que je te porte. Merci à tous. Voilà, et je vais laisser le tout dernier mot, plus personne ne prend le micro après, à Charline, et voilà. Alors je vais conclure en répondant au monsieur qui parlait des traditions africaines, d'une certaine tradition à l'origine des féministes qui serait contextualisée, pour lui dire que j'ai l'impression, je peux me tromper, que vous êtes dans une idéalisation de l'Afrique d'avant. Comment c'était mieux avant. Nous tous, on a été dans cette idéalisation, mais je vous invite à interroger les femmes, ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent, et non ce que les théories disent. Interrogez le vécu des femmes que vous avez autour de vous, ou qui sont restés en Afrique, et vous verrez que vous êtes un peu, peut-être même beaucoup, à côté de la plaque concernant les rapports hommes-femmes. Maintenant, quant aux autres, je vous remercie d'être venus nombreux. Merci à Agnès pour l'invitation. Merci aux lecteurs de la scène littéraire. Parce qu'on écrit, et quand ce qu'on a écrit a rencontré des lecteurs, on a tout gagné pour un écrivain. Je ne vis pas encore de mon œuvre, mais le fait d'être lu, pour moi, c'est beaucoup. Et donc merci de vous être déplacés pour cet après-midi autour de mes romans. Je suis touchée. Je vous dis encore infiniment merci. Tu ne vas pas du tout couper la parole. Je vais rebondir sur ce que monsieur a dit sur le féminisme en rapport avec ce que Kanyana avait dit avant. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on appelle féminisme? Le féminisme, c'est un nom. C'est un nom, c'est un mot en français. C'est un nom, féminisme. Mais ce que Kanyana a expliqué, si j'ai bien compris, hein, et moi je ne suis pas encore vraiment très investie dans ces questions-là, et je le ferai à un moment donné, c'est que finalement toutes les choses qu'on nous apprend maintenant sous le prisme de ce mot féminisme-là, mais c'est des choses qu'on connaissait déjà avant. C'est des choses qu'on connaissait, l'égalité entre l'homme et la femme, la place que, peut-être pas l'égalité, enfin, je ne sais pas comment dire ça, la place que l'homme et la femme avaient dans les sociétés antiques africaines, c'était des places complémentaires. Non, je ne sais pas s'il faut dire complémentaire. Bah, je te laisse peut-être redire ça, parce que pour que... Alors, peut-être, parce que Kanyana a très bien expliqué ça, et moi je... Voilà. Parce que si c'était le cas au Burkina, ce n'est peut-être pas le cas au Gabon, hein, même dans les sociétés... Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'au Burkina, parce que les sociétés les plus patriarcales. Écoutez, les lobbies, dans cette région, jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants portent leur maman. Après, mais ça ne veut pas dire que c'est égal. Mais après sont venus les religions. Non, mais c'est juste un exemple. Est-ce que je peux dire juste... Non, je pense qu'on se trompe souvent de débat. Lorsqu'on parle de la civilisation occidentale, où on parle de la situation de la femme dans la société occidentale, il suffit d'interroger les mythes des origines. Les mythes des origines, c'est quoi? C'est dans les mythes judéo-chrétiens. C'est-à-dire la femme, au moment de la création de l'être humain, quelle est la place déjà de la femme? La côte de l'homme. Ouais. Ce n'est pas la femme qui est géniteur, qui est génitrice, c'est l'homme qui est géniteur. Donc on a renversé complètement le paradigme pour faire en sorte que la femme soit dépendante de l'homme. On a l'explication 20 siècles plus tard de l'inégalité qu'on peut remarquer aujourd'hui. Travail égal, salaire inégal. Il suffit de se rapporter à ce mythe pour comprendre. En Suisse, le droit de vote a été octroyé aux femmes il n'y a pas très longtemps.
en 1971. Et qui l'a octroyé, ce sont des mecs. Bon, en tout cas, qui l'a octroyé, ce sont des mecs. Et donc, à chaque fois, on retrouve le fil conducteur dans cette société occidentale, au niveau de la famille, qui donne le nom, qui donne l'identité, qui donne, etc. C'est toujours l'homme, 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 l'homme. Donc, si nous nous interrogeons maintenant nos mythes de la création, parce que moi, quand j'entends les Africains parler des traditions, je me dis, mais quel regard, quelles sont leurs références? Parce que moi, je peux être chrétien ou musulman, avoir une autre lecture des traditions. Alors, je préfère interroger les traditions des origines. Je me dis, comment est-ce que c'était à l'origine? Lorsque l'homme et la femme ont été créés en Afrique, comment est-ce que c'était? Est-ce que c'était la situation qu'on voit aujourd'hui? Non. C'était une autre situation. On peut en parler si vous voulez, mais je ne vais pas vous faire un cours ici. Mais en tout cas, il faut chaque fois avoir des références solides. Et ces références solides, on les trouve, les mythes de la création en Afrique, chez les Dogons, les Bakongo, les Luba, les Zoulous, etc. Ce sont les mêmes. Vous traversez la mer, vous allez en Amérique du Sud, vous trouvez les mêmes mythes de la création, c'est-à-dire là où il n'y a pas eu des idéologies religieuses, judéo-chrétiennes, islamiques, etc., qui ont traversé complètement la vérité et ont donné le pouvoir à l'homme, c'est évident que les choses ont changé. Et vous devriez vous intéresser un peu plus aux mythes de la création. Et si vous venez à l'UPAF, à l'Université populaire africaine que je dirige, je pense que vous en saurez davantage. Mais qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a occasionné après tous ces clivages? 8 mythes il y a. Je peux vous l'expliquer. C'est une conférence dans la conférence. Oui, moi ma question, oui, comme je l'ai dit au monsieur, interroger les femmes. Oui, vous me dites, oui, en Afrique, c'était mieux avant. Je ne pense pas que c'était aussi mieux avant. Alors je me trompe, excusez-moi. Non. Juste, ce que les gens ils oublient, c'est que l'impérialisme qui est arrivé en Afrique est arrivé avec le patriarcat. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre le patriarcat si on ne le nomme pas? Que ce soit, pour moi, le nom, pourquoi est-ce que c'est problématique? Les gens, ils font, surtout nos frères panafricanistes, par exemple, le panafricanisme, pourquoi c'est pas problématique? Pourtant, c'est né en Occident, c'est né dans les Caraïbes. Mais ça, personne ne dit qu'on ne devrait pas dire panafricanisme, parce que c'est les hommes qui le portent. Et pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas décider qu'elles sont oppressées et que c'est le féminisme qui leur va? Pourquoi c'est elles qui décident, c'est pas vous? Et ça, c'est du patriarcat ce que vous faites. Dire que, voilà, les femmes devraient faire comme ça, en Afrique, avant c'était comme ça et comme ça, donc il faut faire comme ça et comme ça. C'est du patriarcat. Le propre des cafés littéraires, le propre des débats, je vous remercie encore, c'était ultra passionné, ultra passionnant comme d'habitude. Merci à vous, le public, merci à Charline. Pardon? Il faut rappeler qu'il y a un verre dehors. Oui, exactement, c'est ce que j'allais rappeler. Voilà. Donc effectivement, il y a un petit apéro qui vous attend là dehors. Il y a des livres qui sont en vente. Charline se met à votre disposition pour quelques dédicaces. Vous pouvez rester au courant des actualités de la scène littéraire sur notre tout nouveau site internet, lascènelittéraire.com. Voilà. Donc vous rentrez ça. On a aussi une page Facebook. On a aussi plusieurs plateformes. Encore merci aux participantes, aux lectrices qui se sont déplacées. Merci beaucoup. Merci encore à Charline. Vraiment, grand merci, grand ça. Je suis tellement joie. Personnellement, je te remercie du fond du cœur. Et genre, j'avais tellement raison parce que là, parce que ça a soulevé, là, le débat ne fait que commencer. Je pense qu'on va devoir te réinviter parce que là, il y a tellement de choses. Merci à Kanyana qui est de l'UPAF. Merci beaucoup d'être venu. Et merci vraiment à tout le monde en fait d'être venu. Merci. Il y a un champagne, il y a du champagne, hein. Il y a quelqu'un qui m'a... Voilà. Oui.